Allez messieurs, on est page Gimel Hamoud Aleph, en bas de la page. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué, on avait terminé sur ça, il fallait qu'on revienne un peu dessus pour bien l'expliquer. On était en train de parler, on était toujours en train de chercher les toladot qui n'ont pas le même din que les avot. Vous vous rappelez? Bien. On cherche les toladot qui n'ont pas le même din que les avot, on les passe les uns après les autres, et on en arrivait au puits, au trou. D'accord? On avait un peu discuté sur le trou la semaine dernière, on avait donné la source dans le verset, vous vous souvenez? D'accord? On avait vu que le verset nous parlait de deux sortes de trous. Il y a des trous que tu découvres et des trous que tu creuses. Un trou que tu découvres, ça veut dire que c'est pas toi qui l'as creusé. Est-ce que tu as aussi une responsabilité sur un trou que tu n'as pas creusé? Juste j'ai découvert, il était couvert, c'est pas moi qui l'ai creusé, je l'ai découvert. La Torah nous dit, c'est pareil, c'est exactement pareil, puisque tu l'as rendu dangereux, d'accord, parce que tu as enlevé la protection. Tu devais faire attention. Du coup, tu es responsable de ce trou-là, ok? Alors on a dit, bon, ça c'est le trou. Quels sont les dérivés du trou? Et on avait commencé à discuter, peut-être que les dérivés du trou, peut-être que toute la définition du trou, en réalité, c'est un problème de profondeur. Et du coup, quand il y a un trou qui entraîne la mort, parce que le Passouk nous dit « Ve'amet yihelo », ça veut dire qu'on nous parle d'un mort dans le verset. Si on nous parle d'un mort, ça veut dire qu'il faut un trou qui entraîne la mort. Un trou qui entraîne la mort, ça veut dire que c'est lié à une profondeur, parce que qu'est-ce qui peut changer entre un trou qui n'entraîne pas la mort et un trou qui entraîne la mort? C'est très certainement sa profondeur. Donc du coup, on a commencé à nous dire, le Hav, c'est 10 tfachim de profondeur, donc 1 mètre à peu près, et les Toladot, c'est quand il y a moins de 10 tfachim. C'est ce qu'on avait voulu proposer. Sur ce, la Gemara n'a pas tellement aimé, en disant, mais de toute façon, il n'y a pas écrit ni 9 ni 10. Comment tu peux me dire que 10 c'est un Hav et 9 c'est... Pour que ça soit un Hav, il faut que ça soit écrit dans la Torah. Or, c'est pas écrit dans la Torah, cette dimension de 10, cette profondeur. La Gemara a répondu, c'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Torah, mais nos Chachamim ont interprété le passouk de la Torah. Et c'est de là qu'on avait rappelé un principe fondamental, que des fois, lorsque nos Chachamim parlent, ils parlent en leur nom, et des fois, ils parlent au nom de la Torah. Et ce n'est pas la même chose. Lorsqu'ils parlent en leur propre nom, ça veut dire qu'ils font une barrière sur un interdit, comme il y en a des tonnes pour Shabbat. Alors là, du coup, ça s'appelle des paroles de Chachamim. Mais quand ils parlent au nom de la Torah, c'est-à-dire qu'ils nous disent, c'est ça le pshat du verset, c'est le pshat du verset, c'est pas écrit, c'est ce qu'on appelle la Torah orale, c'est pas écrit, c'est pas explicite dans le verset, mais nous, Chachamim, on te dit qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre. Donc voilà le pshat de la Torah. Et quand ils disent ça, ce ne sont pas des paroles de Chachamim, ce sont des paroles de Torah. Donc la Gemara nous dit, le passouk ne dit rien, c'est vrai, si ce n'est que on parle d'un mort, et nos Chachamim interprètent, au nom de la Torah, qu'un trou qui peut entraîner la mort, c'est un trou de 10. Et un trou qui n'entraîne pas la mort, c'est un trou de 9. 9 et moins. D'accord? Donc à partir de 10... À 9, on a une survie. Exactement. À 10, à 9, tu blesses un animal. À 10, tu peux le tuer. Alors, on avait dit, c'est pas systématique, c'est vrai, mais c'est les Chachamim, ils sont bien obligés de donner un cadre à l'interprétation de la Torah. Alors après, la Gemara, elle a dit, alors on pourrait dire que 10, c'est un Hav qui entraîne la mort, et 9, c'est un Hav aussi, mais qui entraîne des blessures. Donc voilà, il y aurait deux sortes de Hav. De la même façon que pour le taureau, on a trouvé 3 sortes de Hav. Peut-être que pour le puits, il y a un puits, un trou de 10, ça entraîne la mort, c'est un Hav. Et un trou de 9, ça entraîne les blessures, et c'est un Hav de blessure. Un Hav de blessure et un Hav qui entraîne la mort. Donc, je ne suis toujours pas sûr de savoir ce qu'on appelle une tolada pour le puits. Puisque je me suis retrouvé avec 2 Havot. Et on avait terminé comme ça, en disant, voilà, on en a... Quels sont les toladot du puits? C'est les 3 dernières lignes de la Gemara. Avano, Sakino, Umasao, Sheinichan, Birshut Arabim, Veiziku. Voilà la liste des dérivés du puits, du trou. C'est ta pierre, ton couteau ou ta charge. Si tu as un objet dangereux, qu'on a ici symbolisé par une pierre, un couteau ou une charge à toi, quelque chose qui t'appartient, et que tu le mets dans le Reshut Arabim,
et que ça a entraîné un dommage, tu es responsable. Tu as cassé ton miroir à la maison. Tu t'es dit, je l'ai cassé, je vais le descendre. Je ne vais pas le garder à la maison. Je le mets dans la rue, je le jette. Si quelqu'un se blesse à cause de ce miroir, tu es responsable. Tu es responsable. Tu ne peux pas laisser un objet dangereux en plein milieu du Reshut Harabim. Ah ouais, mais c'est plus à moi, je l'ai jeté. Pas du tout. Tu ne peux pas jeter ce que tu as envie n'importe où. Tu es responsable jusqu'à que cet objet-là soit protégé ou hors d'état de nuire. Donc, quels sont les dérivés du puits? Une pierre, par exemple, une pierre, un couteau ou une charge, les trois t'appartiennent, que tu aurais laissé dans le Reshut Harabim et qui cause un dommage. Une charge, un truc que tu portes, d'accord, quelque chose que tu un objet encombrant, un encombrant. D'accord, tu laisses un objet encombrant dans la rue, s'il cause un dommage, tu es responsable. Et donc ça serait ça, les toladot du puits, les dérivés du puits, du trou, ça serait ça. Pourquoi c'est un dérivé du trou? Quel rapport avec un trou? Du coup, on ne parle plus du tout d'un trou, mais ça, du coup, on a l'habitude maintenant. On sait que, de la même façon que pour la corne, c'est pas que avec la corne, eh bien là, les dérivés du puits, du trou, c'est pas que un trou. Il faut en dégager les caractéristiques, et c'est les caractéristiques qui nous permettent d'extrapoler et de trouver les dérivés. Pourquoi le Reshut Harabim? Parce que si c'est dans ton... Parce que si c'est dans ton domaine privé, et que quelqu'un se blesse parce que tu as laissé un couteau dans ton jardin, tu n'es pas responsable. Parce que tu dis, ce monsieur-là, il va dire, mais je me suis blessé en allant chez toi dans ton jardin. Tu vas lui répondre, mais c'est chez moi, c'est un domaine privé. Dans le domaine privé, je fais ce que je veux. J'ai envie de laisser mon couteau comme ça, c'est pas très prudent, c'est une chose, mais je gère mon Reshut HaYachid. Si j'ai envie chez moi d'avoir toutes sortes de trucs dangereux, d'accord, c'est pas conseillé, c'est évident, mais je suis responsable, quoi. Si quelqu'un rentre chez moi et qu'il se blesse, tant pis pour lui, il a qu'à faire attention. Par contre, si je suis dans le Reshut Harabim, c'est à moi de faire attention parce que le Reshut Harabim ne m'appartient pas. Il appartient à tout le monde. Donc monsieur tout le monde, il a le droit dans la rue de marcher les yeux presque fermés sans se dire je vais me blesser avec un couteau qui traîne dans la rue. Sans se dire je vais tomber dans un trou. Parce que le Reshut Harabim, il n'est pas censé ni avoir de trou ni avoir de couteau en plein milieu. Combien il nous en faut les toladot? Pardon? Combien il nous en faut? Combien? Peu importe. Parce que là, Marie cite trois exemples. C'est des exemples. Mais en fait, c'est limité. Ça fait tout objet dangereux. Exactement, tout objet dangereux qui t'appartient et que tu as mis dans le Reshut Harabim, ça s'appelle une tolada du trou. D'accord? Alors la Gemara, elle continue, quelque chose qu'on n'a pas vu la semaine dernière. On est à la dernière ligne. Eri Damé, à quoi cela ressemble-t-il? Quel est le cas exact dont on parle à propos du couteau? On a dit, tu as laissé un couteau dans le Reshut Harabim. C'est quoi le truc? C'est quoi? Tu l'as mis volontairement? Tu as voulu blesser quelqu'un? Tu l'as dit, je suis un peu sadique comme ça, je vais mettre des couteaux en plein milieu de la rue. D'accord? C'est quoi le cas de figure? La Gemara pose la question. Eridame, à quoi cela ressemble-t-il? Id et Afkarin hu. Il y a deux cas de figure possibles. Soit tu l'as rendu Efker, soit tu l'as mis volontairement. Le rendre Efker, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que je l'ai abandonné. J'avais un couteau à la maison, je ne me sert plus, je le mets dans la rue et je dis, il est Efker, il n'est plus à moi. J'abandonne mon droit de propriété sur ce couteau. Et il le dit explicitement. Ça devient Efker. D'accord? Le couteau n'est pas cassé, il est en bon état, peut-être que quelqu'un va le récupérer, c'est possible. Mais avant que quelqu'un ne le récupère, il a blessé, quelqu'un s'est blessé à cause de ce couteau. Il a marché dans la rue, il a mis les pieds dessus, et il s'est coupé. Quel est le din d'un objet dangereux que tu rends Efker en plein milieu de la rue? Est-ce qu'il est considéré comme étant Efker? C'est la question. Est-ce qu'on peut abandonner un objet dangereux en plein milieu de la rue, halachiquement, en se disant, avec tous les détails de la halacha, je le rends Efker? Est-ce que c'est possible de dire un truc pareil? La Gemara nous dit, Ben les Rav ou Ben l'Ishmoel, haïnou bor.
Il dit, mais tu te moques de moi, c'est impossible. Tu ne peux pas rendre Hefker un objet dangereux en plein milieu de la rue. Que tu rendes Hefker un objet qui t'appartient, ton stylo, ton magnétoscope, tout ce que tu veux, d'accord, tu l'as rendu Hefker, tu l'utilises plus, c'est vieux, c'est pas dangereux, mais tu l'as rendu Hefker, ça devient Hefker, ok. Celui qui veut, il le prend, il n'y a aucun problème. Mais si c'est un objet dangereux, t'as beau le rendre Hefker, il ne devient pas Hefker. Ça ne marche pas, c'est trop facile. Il ne devient pas Hefker, que ça soit d'après Rav ou Shmuel, donc les deux qui parlent de ce sujet-là, il n'y a pas de marloquette, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, pour nous dire que cet objet-là, il ne peut pas devenir Hefker, et donc, il a le même din que le trou. C'est comme un trou, finalement. Quelle est la caractéristique du trou, rappelez-vous? Le trou, on avait dit, c'est une source de dommage. Un trou, c'est une source de dommage. Bien. C'est l'endommagé qui va vers l'endommageur. Ok? J'ai le devoir de le surveiller et il m'appartient. Ok? C'est ce qu'on a dit sur le trou. Eh bien là, c'est exactement pareil. Nous dit Rav et Shmuel. Un couteau, tu l'as mis en plein milieu de la route et t'as dit, je le rends Hefker. Rav et Shmuel diront, c'est exactement le même din qu'un trou. Ça t'appartient quand même. Tu ne peux pas le rendre Hefker. Ça t'appartient, c'est trop dangereux. Ça t'appartient. C'est l'endommagé qui va vers l'endommageur. C'est ton bien. Et tu as le devoir de le surveiller. Donc, si c'est un cas où je l'ai rendu Hefker, Rav et Shmuel te disent, il n'est pas Hefker, il n'est pas considéré comme étant Hefker. Et donc, c'est le même din qu'un trou. Mais un couteau, en fait, c'est pas le rapport. Un couteau, c'est pas forcément la personne qui va aller vers le couteau. Ah bah si. Ah non, Mais si ça tu peut l'as être quelqu'un abandonné qui le au milieu. prend et qui le jette sur une personne. Ah, si quelqu'un a récupéré le couteau, et avec ce couteau, il a blessé quelqu'un d'autre, alors là, je suis plus responsable. Eh non, parce que moi, du coup, Même si si je l'ai rendu FKR et que quelqu'un l'a pris avant que quelqu'un se blesse, alors du coup, celui qui le prend, c'est le nouveau propriétaire du couteau. Si maintenant, exactement, si maintenant avec ce couteau-là, il va blesser quelqu'un ou il va tuer quelqu'un, c'est lui le responsable. D'accord, j'ai pas une responsabilité de oui, mais il fallait pas jeter ton couteau. On va pas aller jusque-là. Par contre, si personne ne l'a pris, personne n'est devenu propriétaire de ce couteau, donc il est resté sur place comme un puits. Comme un trou, il est resté sur place, mais c'est celui qui s'est blessé qui a été vers le couteau et qui se blesse. Du coup, Rav et Shmuel diront tous les deux, je suis responsable. Tu es responsable. Tu devras payer au même titre qu'un puits. Oui, mais le puits, il y a une distinction en fonction de la profondeur, alors que là, l'objet, il n'y a pas de distinction. Ouais, Exact. Pourquoi le puits, on a besoin de créer une distinction au niveau de sa profondeur? C'est parce qu'il y a des puits qui tuent et des puits qui blessent. Mais parce que c'est la Torah qui a commencé à nous parler d'un trou qui tue. Donc il a fallu qu'on définisse qu'est-ce qu'on appelle un trou qui tue, qu'est-ce qu'on appelle un trou qui blesse. Donc 10, c'est quand ça tue, 9, c'est quand ça blesse. Là, ici, on n'est plus dans la définition de la Torah sur l'exemple qui a été donné, puisque l'exemple maintenant c'est un couteau, d'accord, exactement. Donc on va juste simplement tirer le principe de dire, c'est moi qui vais vers l'objet dangereux, d'accord, vers le trou ou bien vers le couteau. Donc j'ai plus besoin de parler de profondeur, il va falloir tout simplement me dire que même si je le rends FKR, en réalité, je ne peux pas m'en débarrasser, je suis responsable de l'objet dangereux. Et si... L'aspect dangereux des objets nous empêche de rendre FKR. Là, exactement. Tu ne rends pas FKR dans la rue, dans le Reshut Arabim, un objet dangereux. et si Tu peux pas. faudrait le protéger. Razak, il faudrait le protéger ou bien l'envoyer aux encombrants ou aux trucs dangereux. Et si ce couteau me tombe d'un sac où vient de l'acheter, les trous et le sac qui tombent. Ah, eh ben une seconde, c'est la suite. Ah, d'accord. Est-ce qu'on définit quelque part ce que c'est que dangereux? Parce que dans le cas d'un couteau, ça paraît évident. Évident. Mais il peut y avoir d'autres cas moins évidents. Est-ce que c'est défini après Alors en fait, ça va pas être plus défini que ça. On t'a donné 3 exemples. 3 exemples. Soit une pierre, ça veut dire quoi une pierre? Pas forcément une pierre, d'accord, ça peut être un objet très encombrant comme ça, que tu as mis en plein milieu du Reshut Arabim. Ok, et les gens s'y attendent pas à trouver ce truc-là en plein milieu. Ou bien donc un objet dangereux comme le couteau, d'accord? Ou bien une charge. La charge, c'est un objet qui sert, d'accord, il peut servir encore, mais il est quand même encombrant. Alors que la pierre, elle, c'est un objet qui est fixe, qui est neutre, quoi. C'est pas un objet du quotidien. D'accord? Donc finalement, tu as donné les 3 grandes catégories parmi les objets que tu peux avoir. D'accord? Bah, si tu les mets et que tu veux les rendre FKR, Rav et Shmuel te disent non, c'est pas possible, ce n'est pas FKR.
Ça ne devient pas FKR. Donc, Dans lesquels on peut rendre FKR. Parce que si on considère que en fait on a donné toutes les Un stylo, des voilà, choses comme ça. tu peux rendre FKR tous les objets qu'on a donnés comme exemple, hein, ton stylo, d'accord, tu as un petit objet, pas dangereux, hein, d'accord, un petit objet pas trop non plus encombrant, qui marche encore, et tu dis je vais le rendre FKR, comme ça moi j'ai pas envie d'utiliser, mais si quelqu'un a envie d'utiliser, il peut, d'accord, donc le stylo, un petit appareil, machin, d'accord, je peux le rendre FKR, ça je peux le rendre FKR. Que tu mets en bas de chez toi quand il y a les encombrants. Bah ouais. Et encore, Pas dangereux. exactement, très bien. Non, parce que les encombrants, il y a une place pour les mettre. Voilà, C'est encore- c'est pas, ça s'appellera pas le Reshut Arabim. Il n'y a pas de problème. mais C'est fait exprès. Tu peux rendre FKR. Oui, Non, mais c'est même encore. Ça va La encore question, plus loin. c'est quoi un objet FKR? Quand tu prends un truc de chez toi, une étagère, un machin, encore faut-il qu'il soit pas dangereux. qui n'est pas dangereux et que tu le descends, à partir du moment où tu l'as mis là pour que ça parte à la benne, on considère que c'est FKR. Non, mais c'est différent là, parce Ça- que là, si c'est un endroit qui est spécifique pour le ramassage, peut-être que c'est plus vraiment le C'est ça. Reshut dans le Exactement. trottoir. Alors il se Rappelez-vous. passe quoi quand tu le descends le mardi à 10h30? Parce que c'est les horaires auxquels il faut le descendre. Ouais, parce que c'est tout le en bas monde de sait chez qu'il toi. faut le mettre là-bas. Oui. Donc c'est plus est-ce que c'est pas vraiment du Reshut où tu t'y attends pas? On est bien d'accord que dans d'autres sociétés, là encore modernes, c'est exactement le même principe qui est appliqué. C'est que tu as un moment précis, parce que sinon ça peut être dangereux, les gens peuvent se blesser avec ça, donc on va te dire, tu le descends tard le soir, quand il y a moins de monde dans le Reshut Arabim, pour que ça soit plus vraiment un Reshut Arabim où il y a encore du monde qui passe, d'accord, et le lendemain matin très tôt, tac, ils viennent récupérer. D'accord, donc c'est un peu cette idée-là qui est derrière. Parce qu'il faut plus attention à l'esthétique qu'à la dangerosité. C'est sûr. C'est-à-dire que vous pouvez mettre. Ça me rappelle une histoire aux États-Unis, c'était on avait mis un frigidaire dehors. Et le voisin qui était un juif, Ashkenaz, très très nerveux, il est arrivé, il est rentré dans la maison, il nous a engueulé. Mais vous avez laissé un frigidaire dehors, vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez pas enlevé la porte. Parce qu'il y a des enfants qui viennent, ils s'enferment dedans. Ils s'enferment derrière. Ça, c'est les États-Unis. Ça va te faire un procès. Ah ben voilà, c'est un objet dangereux. C'est pareil. Quelle différence vous voulez faire entre FKR et Yehush? FKR c'est intentionnel. Et Yehush, Yehush aussi c'est intentionnel. oui, on a fait Yehush, mais c'est pas Give it up. une perte initiale. C'est pas quelque chose qu'on est venu déposer dans la rue de manière Oui, d'accord, ouais, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Ouais, et alors, ça change pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire dans le Reshut Arabim, je vais vous en venir, c'est dans le Reshut Arabim où on dit qu'on ne peut pas faire FKR. Est-ce qu'on peut faire Yehush? Donc votre exemple c'est quoi? C'est j'ai perdu mon couteau. Ouais, voilà. J'ai perdu mon couteau. C'est une bonne question. J'ai perdu mon couteau. Imagine, tu as perdu ton couteau. Voilà, c'est ce que je disais. Tu l'as perdu. Et du coup, tu te dis, t'es quelqu'un d'honnête, t'as pas trouvé, tu dis, je fais Yehush sur mon couteau. Quelqu'un se blesse avec ce couteau. Et on s'aperçoit que c'est le tien parce que Bonne question. Il y a ton nom. c'est une bonne question. Il y a ton nom. Et du coup, est-ce que ça peut marcher ou est-ce que tu es toujours responsable de ce couteau? Le même principe. C'est pas fait volontairement. Je crois pas. Intéressant. C'est ton objet, Peu importe, tu es peu importe. obligé C'est intéressant. de... C'est ton truc à toi. Tu es responsable même quand tu le perds. Ah oui, ça parce qu'il y a Ah, tes non. Ça, vous voulez dire initiales. Oui, tu es responsable. Il y a tes de ton objet, initiales. tu l'as perdu. Il y a C'est tes toi qui es initiales. responsable. C'est ça, tu es responsable d'un objet perdu. C'est intéressant. Enfin, C'est très intéressant. hein. C'est très intéressant. Je ne l'ai pas vu écrit. Moi, je dirais ça. Ouais, ouais. Moi, je pense Oui, que c'est mais- ça. Moi, je pense que c'est la même chose, honnêtement. Celui qui- Maintenant, je ne l'ai pas vu écrit, mais je pense que c'est la C'est le même même chose. principe. Tu peux pas le rendre FKR. Même si tu le rends FKR parce que tu l'as perdu, Donc tu peux pas faire You. ça serait quand même. Tu ne peux faire Yehush bon. que si la personne a décidé de le prendre. Mais si elle se blesse, C'est exactement. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. T'es Vous avez raison. responsable. Vous avez raison. D'accord. Ça serait intéressant. En tout cas, la question est très bonne. Oui, tu peux faire Yehush, ça veut dire que si quelqu'un le prend, c'est pas du vol. Ouais. Mais si quelqu'un se blesse avant que quelqu'un le prenne, Ah ben c'était responsable. peut-être que tu serais quand même responsable même si tu l'as perdu. Tu vas dire, je suis pas coupable, c'est vrai, l'ai mais perdu, il n'empêche, mais bon. tu es responsable d'avoir perdu ton couteau. D'accord? J'imagine, j'imagine.
Est-ce qu'il y a une différence entre les différents endroits du Réchut Arabim? Parce qu'il y en a par exemple, si on la met en plein milieu du chemin, il y a quelqu'un qui va le buter dedans, qui va se faire. Par contre, si on la met dans un petit coin. Alors on avait vu, si vous vous souvenez l'année dernière, on avait vu, si vous vous souvenez l'année dernière, on avait vu qu'il y avait différentes catégories de Réchut Arabim. Il y a un Réchut Arabim où il y a du monde. Il y a le côté du Réchut Arabim qui est collé au mur, d'accord, un peu excentré, et il y a du Réchut Arabim qui est en réalité une sorte de champ, d'accord, où il n'y a pas grand monde qui passe, mais qui n'appartient quand même à personne, d'accord. Donc peut-être que là, pour l'instant, on n'a jamais vu de distinction, mais peut-être qu'on pourrait utiliser ce qu'on a vu l'année dernière sur les trouvailles pour dire que peut-être que ça joue aussi, d'accord, sur ce qu'on appellera le Réchut Arabim, peut-être. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais le côté de ton Réchut Arabim, c'est vrai, mais là, ici, le Réchut Arabim, c'est pas le Réchut Arabim dont on parle sur le Shabbat, hein. C'est clair. Même une petite rue sur laquelle tu as laissé ton couteau en plein milieu, c'est clair que tu es responsable, ça s'appellera un Réchut Arabim. J'ai une question. J'ai dit raté un petit peu la question qu'on pose pour le FKR. Oui. C'est quoi? On l'a défini. Alors, parce qu'on a dit la toladote du trou, c'est le couteau, etc. Du coup, on a dit, mais attends, mais c'est quoi comment tu peux dire que c'est une tolada du trou? Quel est le cas de figure? Si tu me dis que c'est un FKR, qu'il a rendu FKR, ces trucs-là, alors c'est le trou, c'est le même din que le trou. D'accord? Donc c'est pas considéré comme étant un dérivé. Vei delo FKRin, où on tourne la page. J'ai pas compris. Ah pardon. J'ai pas compris. Pourquoi? Si tu l'as rendu FKR, oui. D'après Rav et Shmuel, les deux qui s'expriment sur le sujet. Mais pourquoi vous dites que c'est comme le puits? Ouais. Aïn ou bord, c'est ce que la Gemara dit. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous manque? On a dit que c'est les trois toladotes du puits. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'intervient l'idée de FKR, d'abandon je ne comprends pas. Pour le puits, est-ce que même si tu le rends FK, est-ce que tu peux te débarrasser en fait de ta responsabilité? La Gemara pose simplement le fait de savoir si tu le rends FK. Est-ce que tu n'es plus propriétaire, est-ce que tu peux quand même te débarrasser de ta responsabilité? Est-ce qu'on le pose aussi pour le puits, ça? Non. Si tu es propriétaire du puits. Voilà, non, mais donc c'est le même fait, c'est qu'on essaie de savoir si un objet qui est dans la rue. Puisque le puits, tu en es le propriétaire, alors le couteau, il faut aussi que tu en sois propriétaire. Donc, mais si tu l'as rendu FKR, alors tu n'en es plus propriétaire. C'est ça la question. Donc, sous-entendu, la réponse, ça serait, mais non, parce que même quand tu veux le rendre FKR, ce couteau-là, il reste attaché à toi. Tu peux pas t'en débarrasser de ce. Tu es le propriétaire, comme le trou. Sinon, ce serait trop facile. Tu vas dire, ah oui, mais le Réchut Arabim, il m'appartient pas. C'est vrai, mais le trou que tu as creusé dans le Réchut Arabim, il t'appartient. Tu peux pas dire, ah oui, mais j'ai détaché mon droit de propriété. Eh ben non, c'est toi qui l'as creusé. Il faut que tu le protèges. Si la personne, j'en ai qu'à tordu, fait une annonce en disant j'ai perdu un couteau, je ne sais pas où. Ça ne changera rien. Tu es responsable. Ça ne changera rien. Tu es responsable. Ça ne changera rien. On tourne la page. Ve'i de lo afkerin hu. Il Shmuel de Amarkula mi boro lamadnu ainu bor. Ve'i le Rav de Amarkula mi shoro lamadnu ainu shor. Alors là, on nous dit, alors disons le deuxième cas de figure, c'est un cas où je ne les ai pas rendus FKR. Qu'est-ce qui se passe si je ne les ai pas rendus FKR? C'est-à-dire, c'est mon couteau, et je l'ai mis là, dans le Réchut Arabim. Et que quelqu'un se blesse avec. À quel titre je suis responsable? C'est la question qui est posée. À quel titre? J'ai compris pourquoi on pose le FKR. Je pense que c'est par rapport à ça. Ah, et ben il y a une marque loquette. Regardez ce qu'on dit, après on discute. D'après Shmuel, si tu l'as pas rendu FKR, c'est un puits, c'est pareil, c'est un trou. C'est exactement le même din. Le trou, tu l'as pas rendu FKR, il est une source de dommages, tu es responsable. Que tu l'aies rendu FKR ou pas, pour Shmuel, c'est pareil. Ve'il est Rav, de Amar Kulam Mishoro Lamadnu Hainu Shor. Rav, il a une autre opinion. Rav, il dit, si tu ne l'as pas rendu FKR, donc c'est ton couteau, et voilà, c'est le tien, tu as envie de le reprendre après, tu l'as mis là-dedans, peut-être même volontairement. Forcément. Ouais, puisque tu l'as pas rendu FKR. Parce que, exactement. Et donc, du coup, tu es responsable à quel titre? Tu es responsable au titre de taureau. D'accord. Ça ressemble au taureau.
C'est comme si... c'est comme une corne, quoi. Comme une corne. Mais pourquoi est-ce qu'il ne prend pas l'exemple du puits? C'est exactement pareil que le puits. Je ne vois pas ce que le taureau apporte de plus que le puits dans ce cas-là. Non. C'est la logique. Parce que le puits aussi... Vous voulez savoir qu'est-ce que Rav gagne à dire que ça ressemble au taureau? Plutôt que ça change le puits, parce qu'il aurait pu dire le puits aussi. Il aurait pu dire le puits aussi. Mais non, mais là, la question est, qu'est-ce que ça change que ce soit FK ou pas? C'est la même question, finalement, que vous posez. Regardez Rashi. Regardez Rashi va nous expliquer. Le deuxième Rashi de la page, vous l'avez? Ou le Rav, d'après Rav, parce que c'est ce qu'on essaie de comprendre. Ou le Rav, Ken. Vous l'avez? Regardez Rav. Kol takala. Tout obstacle. Chez l'oif kira, que tu n'as pas rendu efker, et que tu as mis dans le Reshut Arabim, Mishor la madnou. On apprend que c'est une source de dommage en extrapolant du taureau. Mashor chez Umamono veimizik chayav, af kol mamono imizik chayav. De la même façon qu'un taureau, c'est ton bien, c'est ton argent, et que s'il commet un dommage, tu es responsable de le payer. Alors de la même façon, tout ce qui t'appartient, tout objet qui t'appartient, qui est ton argent, s'il commet un dommage, chayav, tu es chayav. Oui. Alors dans ce cas-là, dit que le puits... Une seconde, on finit le deuxième Rashi parce qu'il l'a ensemble. Haïnouchor, donc ça s'appelle le taureau, c'est la même chose que le taureau. Velav tolda deborninhu. C'est pas une tolada du trou, c'est une tolada du taureau, d'après Rav. D'après Rav, c'est une tolada du taureau. Ou Beshor Amran Leel Tolda Deshor Kishor. Va filou lishmoel nami de Amar Tolda Debor Ninhu. Mai Chazita Leu Kima Milta de Rav Papa Atolda Debor. Maishna Bor de Chayav Sheken Trilat Asiyato Vechoule. On voit quoi ici? On voit que Rav, il considère que le puits, non pas le puits, que l'objet dangereux que tu laisses au milieu de la rue volontairement, le principe, c'est une tolda de shor. C'est une tolda du taureau. Pourquoi? C'est quoi la définition du taureau? Puisqu'on marche par caractéristique, d'accord? Ça t'appartient. Et s'il y a eu un dommage, tu es responsable. Qui coûte de l'argent. Quoi? C'est pas tout à fait ce que dit la Mishnah, je suis pas d'accord, donc c'est pour ça que je comprends pas. Allez-y. On dit qu'Areachor, chez Yesh Bor Roi Chaim aussi, c'est ça la différence. Parce que tout, je veux dire, le bord aussi, qu'est-ce que c'est le bord? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Le bord, c'est la même chose. Le taureau, la Mishnah, quand elle définit, le taureau a une vie. C'est le bord et la tolada de non, mais d'abord, on ne parle pas de Rav. Non, on ne peut pas imaginer que bord, c'est une tolada de shor. Ça, c'est inimaginable. Parce que la Torah, elle te le présente comme étant des avots différents. Oui, mais là, je ne veux pas dire un truc pareil. S'il dit qu'une tolada du bord, ça ressemble à shor. Non, parce qu'il ne dit pas que c'est une tolada de bord, lui. Il dit que c'est une tolada de shor. Il te dit que c'est une tolada de shor. Non, mais moi j'ai deux problèmes avec quand même. Ah bah non. C'est la même situation. Alors, donc, au milieu. Donc lui, Ravi dit. Pardon, moi j'ai deux problèmes d'après la Mishnah. Quelle est la différence sur la Mishnah, entre shor et bord? Un, shor, c'est un être vivant. Le bord n'est pas un être vivant. Donc la pierre, et ça c'est la Mishnah. Le sakin, etc. Donc ça c'est la Mishnah. Ils ne sont pas vivants. Bon, deuxièmement. Qu'est-ce qui se passe avec Shor chez Darkan Leler ou les Azik? Alors que là, c'est pas le cas. Alors là, c'est un objet qui n'est pas animé, plus qui est statique. Donc je ne comprends pas très bien Rav. D'après Shmuel, on comprend très bien. On ne comprend pas non plus Rashi, qu'est-ce qu'il explique là, Rashi. On comprend. Enfin, Shmuel, il a dit, ça ressemble au puits, au trou. Donc ça, on n'a aucun problème. Ça ressemble au trou. Un couteau, ça ressemble à un trou. Bien. On va peut-être avancer. Il dit ça va. Non, on n'en parle plus après. C'est fini. C'est fini. Tout est là. Sur le sujet. Qu'est-ce qu'on dit là ce qu'on a dit. Il te dit Aïnouchor, Velav, il te dit Kol takala shelo ifkira mishor la madnou. Tout objet, tout obstacle, objet dangereux que tu n'as pas rendu efker, on l'apprend du taureau. C'est l'opinion de Rav. On l'a pas vu, pour l'instant. Le Rav en question. Non. Bah non, puisqu'on a vu dans la Mishnah que le shor, sa particularité, c'est qu'il est vivant. Ah oui. En plus,
l'arcane l'air. Je suis d'accord. Et puis la situation est exactement la même. Le puits m'appartient, il est dehors. Non, parce que le puits n'est pas censé t'appartenir quand il est dehors. Et si, il t'appartient. Si quelqu'un le découvre et que tu n'es pas volontaire, c'est ça le but. Non, pas forcément, parce que le trou, tu peux creuser un trou. Si tu l'as pas protégé, tu as oublié de le protéger. Hein. C'est ton trou. Ah oui, voilà, tu es en train de faire tes petits travaux pour tes fondations, je sais pas quoi. C'est ton trou, tu l'as pas protégé. Mais c'est ton trou. J'ai peut-être un semblant d'explication possible. Hein. Dites. C'est que la différence, c'est-à-dire que s'il faut chercher une différence entre le puits et le taureau, et qu'est-ce qui ressemble? Et l'objet peut être déposé n'importe où, tandis que le puits a une place très précise. D'accord, mais une fois qu'il est par terre, il bouge plus. Oui, le puits ne peut pas bouger. Non, mais même le couteau. Tu l'as mis par terre, tac, il bouge plus. Le couteau, je peux le il peut être déplacé par d'autres. Enfin, on tape dedans et tac. D'accord, mais ça ne rentre toujours pas avec la Mishnah. Ça va toujours pas avec la Mishnah parce que la Mishnah te dit que c'est les vivants. Vous pouvez juste répéter la deuxième partie du Rashi là, parce que je comprends pas très bien non plus. Philo les Shmuel. Alors, où est-ce que vous êtes? La deuxième partie. Philo les Shmuel nami de Amar Tolda de Bor. Ouais. Ça veut dire quoi la fin? Ah oui, alors ça marche très bien. Et donc pour Shmuel, donc la deuxième partie elle n'est pas compliquée de Rashi, parce qu'il te dit et pour Shmuel qui te dit que c'est une tolda de bord. Alors comment tu peux imaginer et établir que ce que dit Rav Papa c'est sur la tolda de bord? C'est pas possible parce que la tolda de bord elle est comme le bord, c'est d'après Shmuel. Ouais, je sais pas. On peut lire juste après. Les Rav d'Amar Kulam Mishoro la Madnou. Ça c'est dans la Gemara, vous repartez dans la Gemara. Ayinu Shor, donc du coup c'est Shor, si tu d'après Shmuel. Maïshna, Bor, Sheken Trilatasiato. Lenezek, Uma Moncha Ushmetra Alecha, Hanenami, Trilatasiat Lenezek, Uma Moncha Ushmertecha Alecha. Donc là, du coup, ça revient au même. Les toladot que tu viens me proposer, elles ont le même din que les avot, d'accord, puisque le trou, depuis le début, c'est une source de dommage, c'est ton bien et tu as le devoir de le surveiller. Là aussi, ton couteau, il est dangereux depuis le début, c'est ton bien et tu as le devoir de le surveiller. D'accord. Et la tolda des bords, qu'est bord. Donc on termine en disant que la tolda de bord, c'est comme le bord. Donc ça, ok. Mais on comprend toujours pas Rav. On comprend toujours pas Rav. Mais c'est pas gênant pour la suite du raisonnement, parce finalement on se base sur Shmuel pour la tolda de bord. Mais pour Rav, on comprend pas la chita de Rav. Pourquoi Rav il peut comparer ton couteau à une tolda de shor? Vous avez vu Tosfot? Tosfot il dit Mishoro la madnou, haïnu keren. Attention quand on te dit on l'a appris du taureau, on le compare au taureau. Pour Rav, hein, c'est la corne du taureau. Hein. Pas les pattes et pas les dents. Pourquoi pas les pattes et pas les dents? Quand il y a un Rav là, parce que les chaînes, il n'y a pas de. Parce que c'est violent. Alors, premièrement, il n'y a pas d'ana, donc moi je ne vois pas du tout comment on peut le comparer, mais il y a un autre truc qui est très important. Il y a un autre truc qu'il faut savoir, qu'on verra plus tard dans la Gemara, c'est qu'à propos de dents et des pattes, les dents et les pattes, dans le Reshut Arabim, on est dispensé. On n'est pas responsable. Tu es avec ta vache dans le Reshut Arabim. Ah, d'accord. Ah oui, ça il faut le savoir. Il peut brouter ça il faut le savoir. Ah oui, je reprends. Tu es dans le Reshut Arabim. Ton taureau, en marchant, il fait tomber un vase que tu as mis dans le Reshut Arabim. Tu n'es pas responsable. De la même façon, il a mangé ton petit sac de récolte que tu as laissé dans le Reshut Arabim. Tu n'es pas responsable. Pourquoi ? Parce que le Reshut Arabim, surtout à l'époque, c'est un endroit où il y avait des taureaux qui passent. Tout le monde sait qu'il y a des taureaux qui passent. Donc si toi, tu as laissé ton objet et que le taureau l'a renversé ou bien qu'il a mangé, donc chêne et régel, dans le Reshut Arabim, on n'est pas tour. On est chayav que pour la corne. Parce que le taureau il devienne méchant, dans le Reshut Arabim, je suis responsable. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je marche dans la rue, je suis pas censé me faire encorner par un taureau. Par contre, j'ai laissé mon pot de fleurs dans la rue, là par contre c'est un risque que tu as pris.
D'accord? Ça marche pour les pattes et pour les dents. Tu n'es pas chayav. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que puisqu'on est dans un Reshut Arabim, Tosfot, il nous dit tout de suite, d'après Rav, qui compare ça au taureau, je ne sais toujours pas pourquoi, mais en tout cas, s'il compare ça au taureau, il doit le comparer à la corne du taureau. Pas à la patte et aux dents, parce que la patte et les dents, il serait pas tour. Il serait dispensé. Donc ça, ok, c'est intéressant, on arrive à le comprendre. Ou be'avano be'sakino, en lechalek ben tamot le moadot. Des lo shayach lechalek ela be'ba'ale chaim. Mais maintenant tu peux me dire, mais attends, mais il y a une différence quand même avec la corne et un couteau. Parce que la corne, on avait créé une distinction entre tam et mouad. Tam, c'est quand le taureau il encorne 3 premières fois. Tu payes la moitié du dommage. La 4e fois, tu payes le dommage complet. Ça, c'est pour un taureau qu'on peut dire un truc pareil. Mais sur un couteau, tu ne peux pas dire quelque chose de ce genre-là. Le couteau, tu es responsable. Dès qu'il blesse une première fois, tu dois tout payer, c'est sûr. D'accord? Donc, comment tu veux comparer? Donc, on est en train de dire quoi? Que quand on compare le couteau au taureau, ça doit être à la corne du taureau qu'on compare. Mais même dans ce cas-là... Mais si tu me dis que tu le compares à la corne du taureau, ça ne marche pas non plus. Parce que la corne du taureau, tu dois payer le demi-dommage la 1ère, 2e et 3e fois, alors que pour le couteau, on ne peut pas dire une chose pareille. Rav, ואם תאמר איך אמר מישור מה לשור שכן בעל חי וכוונתו להזיק ומפרש חשבה. Votre question elle est là. Votre question elle est là. Et maintenant tu vas me dire, mais comment tu peux comparer ça à un taureau? Sur le fond maintenant, tu ne peux pas comparer ça à un taureau. Pourquoi? Ma leshor sheken baal chai. Le shor il est vivant. Ton couteau là il n'est pas vivant, c'est votre question. C'est la question de la Mishnah en fait qui est sous-entendue par la Mishnah. Vekavanato leazik. Et si tu le compares à la corne, la particularité de la corne c'est qu'il y a une volonté de causer un dommage. Là ici, tu as une volonté de laisser ton couteau au milieu. T'es pas du tout responsable de tes gestes, ok? Tu as laissé un couteau en plein milieu. T'es pas du tout, tu prends pas, tu calcules pas. Maintenant, est-ce que tu as eu une volonté de causer un dommage? Non, pas jusque-là, t'es pas un criminel, d'accord? T'as pas pensé, quoi, t'es un peu stupide. D'accord? Donc du coup, comment tu le compares au taureau? Comment tu le compares à la corde? Parce que t'es négligent. On n'a pas dit pire ou pas pire, mais on ne comprend pas la comparaison. Donc que ça soit une négligence, Razak, c'est une négligence. Que ça soit une négligence et que tu sois responsable sur une négligence, je suis tout à fait d'accord. Mais ne compare pas au taureau, compare-le à un puits. Absolument. D'accord? Pourquoi tu compares ça au taureau? Absolument. Donc on est bien contre Rav. Hein. Est-ce qu'on va essayer de comprendre la réponse? Umfaresh rashba deate mibor veshor mima hatzad ulkaman gabe hatzad ashave de ka'amar abaye leatouye avano vesakino. Logaras, il est rave d'un markula mishorolamanu haïnushor. C'est quoi l'histoire du tzad? Vous avez des antisèches? Il y a quelque chose dans le Rashbam, il faut que je cherche dans le Rashbam. Des atemibor. Veshor. Si, des fois dans le commentaire vous les avez. Dans les notes systématiques. Moi je regarde les notes après le cours. Je t'ai dit, regardez ton anti-sèche maintenant. Je vois pas c'est quoi le tzad. Ça vous dit quelque chose le tzad? Mima tzad? Non, tzad achavé. Ça c'est après, mais regardez le début de la phrase. Ça c'est pas le penchant. Mima tzad ulkaman gabe tzad achavé. Des kamar abaye les atouye avano vesakino. Je sais pas. Vous avez quelque chose? Faites voir votre édition. J'ai une édition. La question est très bonne. Les antisèches La question est très bonne. On va regarder. Il y a le numéro de... Ouais, je sais. Tac, 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 ou les raves. Voilà. Et si c'est Rav qui dit que nous devons laisser le dommage causé par tout obstacle de son bœuf, alors, petit 2, il fait que Rachi. Puisqu'ils appartiennent à la personne, ils sont classés comme étant sous-catégorie du bœuf. Ok, c'est pas ça qui va nous aider. Ah, il y a un petit 3. Non, ça ne nous aide pas non plus. C'est Rachi.
puisque nous avons déjà établi que les toladot de bœuf sont considérés comme le bœuf, donc du coup, on ne comprend pas avec Rav. Ok, ça on avait compris, c'est Rashi. Bon, on va envoyer une lettre à Rav. Hein. C'est une très bonne question. Alors attendez. Tosfot soutient cependant que ce cas ne peut être une pure tolda du bœuf, car la pierre, le couteau et le fardeau sont fondamentalement différents du bœuf, en ceci qu'ils sont inanimés. C'est notre question, on a compris la question de Tosfot. La question de Tosfot, on l'a compris. Ok, bien. De plus, chacune des subdivisions de la catégorie de bœuf possède des caractéristiques propres. Le keren, il y a une intention de causer un dommage. Le chêne, il tire un profit. Le régel, c'est fréquent. Et là, aucun n'est comparable au couteau ou à la pierre ou au fardeau. On ne peut pas comparer un couteau ni à aucune des trois. Tout ça, on est d'accord. En conséquence, Tosfot explique que d'après Rav, la responsabilité dans ces trois cas est déduite en combinant keren et bor grâce au principe de tzad hachavé. C'est quoi tzad hachavé? Le tzad hachavé, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Oui, c'est le point commun. Et pourquoi bor ne suffit pas à Rav? Rav, il te dit que c'est pas bord, il te dit, vous avez vu ce qu'il dit, hein? Non, mais c'est l'accord. En combinant keren et bord. Et pourquoi il a besoin de combiner? En combinant keren et bord. Pour les deux, c'est que il y a un loup. Il y a plus qu'un loup là, il y a un truc qu'on a loupé. Est-ce qu'il y a un problème quand même de... je ne me rappelle plus ce que vous avez dit, parce que d'après la Torah, bord, c'est uniquement lorsque c'est mortel, non? Le bord, d'après la Torah, oui. Ouais, mais après, on a dit qu'il y a quand même un bord qui commet un dommage. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et alors, qu'est-ce que ça changerait? Peut-être pour ça, il a besoin d'un... Ah, il faut que le bord il soit absolument mortel. Ce serait ça, d'après Rav? On ne peut pas dire que ce soit une toulda de bord. Parce que c'est pas que mortel. Je ne sais pas, peut-être. 5b. Alors, attends, il dit voir 5b. C'est quoi 5b? J'ai un 5, mais il est où le 5b? Non, 5b, c'est la page. Ah, pardon. Voir plus basse. Ah, la page 5b, d'accord. Ah bon, on n'y est pas encore. On va y arriver. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrivera à 5b, j'imagine que là-bas, on va trouver la marloquette entre Rav et Shmuel. La marloquette de fond, de base, j'imagine qu'on va la trouver en 5b. Elle est toute petite 5b, on va voir tout de suite. Il est là le tzad. Il y a un tzad quelque part là. Ouais, quand on y arrivera, Bezrat Hashem, Neder. D'accord, mais là c'est sûr qu'il y a quelque chose sur Rav. Il y a forcément quelque chose. En tout cas, Tosfot pose notre question, donc c'est bon signe. Moi, ce que je vois, le tzad hachavé, c'est ma pure logique. C'est que le puits, ça sert, c'est dangereux, mais ça sert à quelque chose. La corne ne fait que du mal, que du dommage. C'est ça, et quand on laisse un couteau ou quelque chose, c'est qu'un dommage. C'est qu'un dommage et ne sert à rien. D'accord, mais du coup, vous n'expliquez pas pourquoi vous combinez, parce que c'est ce que dit Tosfot, oui, il faut combiner entre bord et short. C'est ça, c'est en même temps un bord, mais en même temps, cet aspect, tu ne le retrouves pas dans le bord, parce que tu as laissé quelque chose de dangereux qui n'a qu'une intention. C'est pas non plus short. Ouais. Et c'est pas utile. C'est une sorte de mélange entre les deux. C'est le mélange entre les deux. Ouais. J'espère qu'on y arrivera et qu'on arrivera à dénouer ce truc-là, parce que c'est une très bonne question en tout cas. Très très bonne question. Alors on avance, on garde la question, on sait. Donc maintenant on n'a pas toujours pas trouvé le cas. Donc pour l'instant, on retombe sur nos pieds quand même, d'accord, comme on l'a déjà dit ensemble. Des fois quand il y a des passages qu'on n'arrive pas à bien posséder, il faut qu'on quand même reprenne le fil, d'accord. Donc le fil, là on ne le perd pas. Ok, Rav de toute façon, Rav il le compare au bord. Et on a déjà vu à propos du bord, je sais pas au shor, je sais pas pourquoi il compare au shor, on n'a pas compris, d'accord. Mais en tout cas, on sait déjà à propos de shor que la toladot de shor c'est comme shor, donc ok, donc c'est pas le problème. Donc c'est pas le cas. Donc et ici, notre question c'est les toladot de bord. Donc d'après Shmuel, soit c'est un cas où on a rendu Hefker et donc d'après Rav et Shmuel, les toladot de bord on a mis de bord. Si c'est un cas où on l'a pas rendu Hefker, donc c'est que d'après Shmuel, d'accord. Et en tout cas, on retombe de toute façon sur nos pieds que les toladot de bord ont le même din que bord. C'est ça. D'accord, donc c'est toujours pas ce cas-là que vient illustrer Rav Papa, qui vient illustrer Rav Papa. Je croyais qu'on pouvait pas le rendre FK.
Non, peu importe. Si tu l'as rendu Efker, ça s'appellera quand même trou, parce que ça s'appelle, le Efker n'est pas valable. Efker ou pas Efker, ça ne change rien. Oui, d'accord. Et oui, exactement. C'est ça. Mais attends, si tu l'as pas rendu Efker, donc ça veut dire que tu n'as pas voulu l'abandonner, A fortiori. et c'est aussi un bord. D'accord. Ok. Et donc, les dérivés du bord ont le même digne que le bord, parce que tu es aussi responsable. Donc c'est Ça pas répond à la l'exemple de question si on a Rapapa. perdu l'objet, justement. Je pense que ça y répond. Je pense que ça y répond de toute façon, parce que rendu FK, effectivement. même si tu l'as fait volontairement, c'est bord. Quand tu l'as rendu FK, ça marche pas la FK route, d'accord. Donc je pense que c'est le même deal. Bon, ok. Vechikama Rav Papa. Alors sur quoi Rav Papa parle? Donc lequel il nous reste? Lequel il nous reste? Il nous reste le feu. Il nous reste Mavré. L'homme. Il reste Mavré. L'homme, d'abord. Le troisième, c'est l'homme, Mavré. Oui, l'homme. Attendez, c'était quoi les Il y a les quatre. Shor, Bor. Shor, Bor, c'est réglé. Marvé. Il reste maintenant Mavré. et le feu, C'est Eva, c'est le quatrième. Ok, donc on prend le troisième. l'homme, je ne me rappelle plus. C'est Mavré. L'homme, c'est Marvé. Alors la Gemara dit Tolda des Mavré, Maïnihu. C'est quoi les dérivés de l'homme? L'homme, je connais. Où est-ce qu'on est? On est à la 2, 4, 6, 7e ligne à peu près. À Tolda des Mavré, vous l'avez? Une ligne qui commence par papa. Donc, qu'est-ce qu'une Tolda de Mavré? C'est quoi le dérivé de l'homme? Alors déjà, il Ishmuel d'Amar Mavré Zéchen, Haoukimna Tolda Deshen Keshen. Il est Rav d'Amar Mavré Zé Adam, Mayavot ou Maïtoldot Itbe. Ah, nouvelle marloquette entre Rav et Shmuel. Pour savoir des... Oui, quoi? Mavae, ça vient d'où? C'est donc, c'est une seconde. La traduction du mot Mavré est déjà problématique. Normalement, on aurait dû lire la Mishnah depuis le début en disant Mavré sans traduire. Parce qu'on ne sait pas comment ça se traduit ce mot-là. Mavré, on ne connaît pas. Ça vient de la Torah? Alors on va voir, 2 minutes. C'est un mot. Vous avez commencé. Rappelez-vous Rachi, on l'avait vu ce Rachi au début. Et on avait dit quand Mavré, alors on était obligé de traduire parce que sinon il fallait qu'on avance. Mais Rachi nous avait dit Mavré, on t'expliquera dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas ce qui veut dire ce mot, pour l'instant. On va avoir des sources différentes. Donc là ici, on va toujours pas savoir comment on justifie le sens du mot Mavré, mais en tout cas, on va nous donner déjà le résultat. Entre Rav et Shmuel. Regardez ce que nous dit la Gemara. Il est Shmuel de Amar Mavré Zéchen. Il y a une première opinion, c'est celle de Shmuel, très surprenante, qu'on expliquera, mais c'est de la page d'après. Donc pour l'instant, on va juste l'accepter. Shmuel, il nous dit que Mavré, c'est la dent. C'est la dent du taureau, bien sûr, du taureau. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait avec Chêne? On n'a pas besoin des deux. C'est quoi les deux? Vas-y, dis-moi. On n'a pas besoin d'avoir Chêne dans le taureau si c'est pour nous dire que c'est dans le vrai. On est d'accord, mais qui te dit que lui, Shmuel, quand il interprète le taureau, qui te dit qu'il te met la dent dans le taureau? Peut-être que pour lui, c'est Mavré la dent. Et que le taureau, c'est peut-être la corne seulement. D'accord? Personne ne nous le dit, ça pour l'instant, on ne sait pas. Donc en tout cas, Shmuel, il vient, il te dit, pour moi, je t'expliquerai pourquoi plus tard, mais en tout cas, pour moi, la Mavré, c'est la dent. D'accord? C'est mon pshat. Mavré, c'est la dent. Et je vais me justifier, je me justifierai. Les autres, on ne les avait pas trouvés dans la Torah. Pardon? Les autres cas, on ne les avait pas trouvés dans la Torah. Directement. Si. Rappelez-vous, quand on a dit Véchilach et Bière, vous vous rappelez les deux verbes qu'on a expliqués il y a 2 semaines? D'accord? Shilach et Bière, on avait dit Bière, c'est la dent. D'accord? Et c'est un passouk de la Torah. Comment tu sais que Bière c'est la dent? Parce que j'avais un verset dans les prophètes qui m'a montré que Bière ça veut dire dent. D'accord? Donc, Shmuel il dit le mot Mavré, c'est ça la dent. C'est ça la dent pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait donc une seconde. Kimna tolda deshen keshen. Si donc tu me dis que Mavré c'est la dent, on a déjà réfléchi sur le sujet et on a déjà dit qu'un dérivé de la dent c'est la dent. Vous vous rappelez, sur la dent on avait déjà dit que le dérivé de la dent c'est comme le have de la dent. Donc il n'y a pas de distinction entre la tolada et le have. Votre question elle est bonne, on la gardera quand on arrivera sur la Sougia qui explique les 2 opinions de Rav et Shmuel. D'accord, on y arrivera, ça je pense dans les réponses par contre.
dit les Rav. Maintenant, Rav, lui, il dit quoi? Mavré, c'est Adam. Il dit que Mavré, c'est l'homme. C'est l'homme. D'accord? Rav, c'est comme ça qu'on l'avait traduit. On a toujours dit, la troisième source de dommage, c'est l'homme. Donc si tu dis que c'est l'homme, c'est quoi le dérivé de l'homme? C'est quoi le dérivé de l'homme? Mayavot ou Maïtoldot? C'est quoi les avot? C'est quoi les toladot? Idbe, il y a. Veritema avnior tolda yashen. Alors première proposition, peut-être que le av de l'homme, c'est quand l'homme est réveillé. Je suis responsable de mes gestes quand je suis réveillé. Peut-être que quand je dors, c'est ça les toladot de l'homme. Une tolada de l'homme, c'est un homme qui dort. Un homme qui dort, il peut casser des objets, il tourne, il a cassé le vase que tu as posé à côté de lui, d'accord? Il a cassé quelque chose, il t'a cassé les lunettes que tu as posées, etc. Quoi? Chez lui quand il dort. Oui, mais... Non, s'il dort chez quelqu'un. Pas forcément. S'il dort chez quelqu'un. Pas forcément. T'es invité chez un ami. Voilà. Tu es responsable des dommages que tu causes. D'accord? Maintenant, tu es endormi. Tu dors. Tu as dormi chez lui. D'accord? Tu as tourné, tu as fait tomber son vase, il a fait tac, il s'est renversé sur les trucs. Ok, tu as causé un dommage en dormant. Est-ce que tu es responsable? Tu vas dire, ah mais je dormais, j'y peux rien. Il fallait savoir. Eh bien, peut-être que le have de l'homme, des dommages commis par l'homme, c'est un homme qui est réveillé. Et peut-être que quand un homme dort, c'est une tolada. Peut-être comme les corps, si 3 personnes On espère que c'est que des objets cassés. Ve'atnan Adam ouad leolam ben er ben yashan. Toute la Gemara dit hop, tu peux pas me dire un truc pareil. Tu peux pas me dire qu'un homme endormi, c'est une tolada de l'homme. Pourquoi? Parce que j'ai une Mishnah explicite ailleurs qui me dit Adam mouad leolam ben er ben yashan. On a un enseignement qui me dit explicitement qu'un homme, il est toujours responsable de ses gestes, qu'il soit réveillé ou endormi. T'es un homme. Dis-moi, t'as un sechel, t'as un intellect. Quand tu te mets au lit, tu dois voir qu'il n'y a pas de trucs à côté de toi qui sont fragiles et que tu risquerais de faire tomber. C'est quoi ça contredit Si, parce que si on te dit que tu es mouad dans les deux cas, c'est-à-dire que tu es averti. D'accord. Ça veut dire que tu ne peux pas créer de distinction entre l'homme réveillé ou endormi, c'est le même din. Réveillé ou endormi, tu es le même din. Tu es mouad. Donc tu ne peux pas imaginer que l'endormi c'est un din différent, que c'est une tolada. C'est pas une tolada, c'est le have. Le have de l'homme, qu'il soit debout, réveillé ou endormi, c'est le have de l'homme. Vous le distinguez par rapport au din. Oui. Jusqu'à présent, on a vu que le avot, le have et le tolada ont le même din. Donc ça pourrait être le cas ici aussi. D'ailleurs, vous faites une distinction. Là, ça n'enlève pas la notion de cette. Bon, je comprends ce que vous dites, mais en fait, c'est la même chose, quoi. On est en train de dire, c'est pas un dérivé, c'est l'homme. C'est lui, dormi ou réveillé. Il n'y a aucune raison de dire qu'il y en a un qui est un Av et une qui est Tolada. C'est le même dit, c'est le même homme. C'est le même homme. Moi, j'ai besoin d'une référence. Vous me dites ça, mais je ne vous crois pas. C'est une affirmation. Ouais, qui semble, d'après la Mishnah, se référer à une braïta. Non, c'est une Mishnah carrément. C'est une Mishnah. D'accord, au même. Mais la Mishnah n'a pas. C'est un même cas, quoi. Oui, c'est le même din, mais ça ne veut pas dire qu'on considère qu'il y a que l'un peut être la tolada de l'autre. Vous dites que c'est pas parce que c'est le même din que ça peut pas être une tolda quand même. Oui. Ça peut tout à fait. La Mishnah ne rentre pas dans la considération de savoir si l'homme est réveillé ou pas. C'est un homme, oui, très bien. Oui. Là, on parle du cas réveillé, mais si on prend un autre cas, par exemple, au lieu de dire la tolada, ça pourrait être l'enfant de l'homme, non? Ah non, ça c'est un homme. Mais c'est sous sa responsabilité, mais c'est quand même pas un enfant. Peut-être qu'il y a une responsabilité. C'est une question. Et ça peut être un défi. Non, on dépasse le truc. C'est pas ce que la Gemara va proposer. C'est pas contradictoire avec la Mishnah. Ouais, j'entends ce que vous dites. Il est responsable, oui, il est responsable pour lui, mais si c'est. Et si c'est ton enfant, ce serait peut-être une tolada. C'est pas ce que la Gemara va proposer. Tous les parents regardez ce qu'elle dit la Gemara. Qui ont des enfants de. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit. Oui. La Gemara dit. Et là, non, voilà les toladot de l'homme. Akicho venio. C'est son crachat et sa morve.
Sans quoi? Sans crachat? Son crachat et sa morve. Mais encore une fois, on peut tout à fait imaginer que le crachat de la mort se fait soit quand il est réveillé, soit quand il dort. C'est pas... A priori, c'est censé rester dans ta bouche pendant que tu dors. Pendant que je dors, je peux dire à des gens qui bavent et qui... Qui inondent. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est quoi le truc, là? Hein, alors, attendez, c'est quoi le truc? On est bien d'accord? De quoi? Il faut expliquer ça. Parce que pourquoi tu peux pas contrôler? Bah si, tu contrôles, tu craches. Le microbe qui peut dégager. Non, tu craches. Tu craches dans la rue. On est responsable. Et quelqu'un y glisse. Oui, enfin, un produit. Ou il s'est sali. Voilà. Tu craches sur les chaussures à monsieur qui passe. Je t'ai craché dessus. D'accord, c'est quoi comme dîne? À quel titre je suis responsable? Alors la Gemara va se poser la question. C'est une différence. Alors attends une seconde. La Gemara pose la question, celle-là. Et dit, attends, mais je comprends pas, c'est quoi le cas? Eridamé, à quoi ça ressemble ton histoire de crachat? La Gemara, ça interpelle le crachat. Il dit, je comprends pas. C'est un crachat qui commet un dommage à quel moment? En vol ou quand il atterrit déjà? Alors si c'est en vol. Quand on était petits, on faisait des concours. Eh ben, si pendant ton concours, d'accord, il y a un gars qui traverse. Ça s'appelle quoi? T'es responsable, d'accord? Tu l'as sali. Tu vas être responsable, mais à quel titre t'es responsable? La Gemara va dire, ça, c'est kocho. C'est comme si je t'envoyais un coup de poing dans la figure. C'est pareil, ça sort de ma bouche, d'accord? En réalité, c'est le prolongement de moi-même. Mon crachat est le prolongement de moi-même. Ça, c'est tant qu'il est en vol. Mais maintenant, si le crachat en question s'est posé... Sur un pied. Non, sur le sol. Ah ouais? J'ai craché par terre. Et que quelqu'un glisse dessus... Ben Lera Ben Ishmael à Inoubar. Alors c'est un trou. C'est quoi comme source de dommage, ça? C'est le dommage trou. Il a dû cracher beaucoup. C'est une tolada de trou. Donc, Khadak, donc du coup, je suis dans un cas où c'est encore en l'air. Et si c'est en l'air, c'est forcément le même din que le Hav en question, que le Hav de l'homme. Parce que pourquoi tu veux créer une différence entre son crachat et son coup de poing? C'est la même chose. Alors là, où est-ce qu'on en est là? Donc, on a trouvé en passant une nouvelle tolada du puits. D'après Rav et Shmuel, d'accord, une nouvelle tolada du puits, c'est un crachat. Pourquoi? Ouais, de là. Pourquoi? C'est logique quelque part. D'accord. Il laisse son couteau, il laisse son crachat. D'accord, c'est posé sur le sol. C'est toi qui vas vers la source de dommage. T'as glissé dessus ou je sais pas ce que t'as fait dessus. D'accord. Et donc du coup, ça ressemble à un puits. C'est un objet dangereux qui est sur le domaine public. Bon. Donc en tout, enfin dangereux. Ça t'a fait glisser quoi. Donc. On ne parle pas d'un crachat qui est déjà posé sur le sol, parce que ça ressemblerait au puits. C'est pas une tolada de l'homme. C'est quoi la tolada de l'homme? Ça serait un crachat en air, en vol. Parce que c'est kocho, c'est ma force. Il est encore dans mon élan. Pourquoi c'est une tolada? Non, c'est pas une. C'est une tolada du puits. C'est une tolada du puits, du bord. Non, pas du puits. De l'homme. De l'homme, quand c'est en vol. C'est mon prolongement. C'est une tolada, pourquoi? Parce que c'est pas mon corps moi-même, c'est pas comme mon poing. Mon poing, c'est attaché à moi. Là, ici, j'ai plus de lien direct avec ce crachat, mais il sort de moi, il est quand même dans l'élan. Donc c'est une tolada Ce que je comprends pas, c'est qu'on de l'homme. On a défini la tolada avant de définir en fait le Hav. Parce que comment est-ce que l'homme peut faire du mal? Ah tout sur l'homme. Ah, exactement. L'homme, il est une source de dommages ambulante. D'accord, c'est l'homme. L'homme, c'est une. Tous les dommages qui fait directement. Aucune exception. Sur l'homme, on est dit il est mouad depuis le début. Tu es responsable de tout. Mais j'ai pas fait exprès. Ça s'appelle mouad. D'accord. Il donne un coup de poing. Vous avez pris l'exemple. Donc, si je donne un coup de poing, c'est l'homme. Si je crache, c'est le dérivé de l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. Pourquoi on dit c'est le dérivé après on dit que c'est comme un coup de poing? Alors, c'est pour nous dire, c'est le dérivé, mais qui a le même din que le coup de poing. Donc, sous-entendu, c'est le dérivé qui a le même din que le Hav. Je vois pas pourquoi il y aurait une différence au niveau du din. Parce que il est plus, c'est pas comme mon poing qui est attaché à mon corps. Il n'est pas attaché à mon corps. D'accord, il est sorti de mon corps. Donc,
donc, une action volontaire de l'homme de cracher. Non, pas forcément, même si c'est involontaire, tu es responsable. Comme pour l'homme, ton poing, j'ai pas fait exprès, j'ai donné un coup de comme ça, d'accord, je voulais mettre ma veste et tac, je paierai quand même tes lunettes. C'est-à-dire, mais j'ai pas fait exprès. L'homme, il est tout le temps mouad. L'homme, il est tout le temps averti. Une distinction justement entre le poing et puis le crachat. C'est la distinction, non pas au niveau du din, parce que justement, la tolada est comme le hav, mais au niveau, on va dire, de physiquement, quoi. Il y a un détachement entre ton crachat et toi ou sur lequel il n'y a pas quand c'est ton poing. Ton poing, c'est toi. Si à chaque fois c'est le même din, pourquoi on est en train de distinguer? Quand est-ce qu'on va le trouver? Quand est-ce qu'on va le trouver? Ça arrive. Donc il termine en disant et la tolda des mavré, qui est mavré. Donc le dérivé de l'homme, c'est l'homme. Vechika maraf papa atolda de esh. Voilà. Et donc, lequel il nous reste? On a tout fait. Le feu. Il nous reste le feu. Voilà. Donc je suis obligé de dire que la tolada de feu, c'est celle-là qui ne ressemble pas à son ave. Ben oui. On est bien d'accord, non? C'est ce qui est vrai, j'en ai pas d'autres. Voilà, tolada de feu. Ah, Razak, la Gemara, elle va poser la question. Et c'est quoi la tolada de feu? Il est ma'avan osakino masao shinechan bershuta berosh gago venaflo beruach metsuya veziku. Peut-être que c'est un couteau, une pierre ou une charge que tu as posé sur ton toit et qui est tombé de ton toit à cause d'un vent moyen. Toi, tu l'avais positionné, mais il y a eu un petit coup de vent et ça fait tomber le couteau du toit. Tu avais un marteau, tu as mis un marteau sur ton toit, tu faisais des travaux, il y a eu un petit coup de vent, le marteau il est tombé. Il est tombé sur quelqu'un. C'est assimilé au feu. Ok, ça a assimilé au feu. Pourquoi ça a assimilé au feu? C'est logique. Il était sur place au départ et il est parti. Razak. Et il se déplace par quoi? Par une force extérieure à lui-même. Qui est le vent. Okay. Qui est le vent. Oui. Et attention, il a bien précisé. Ah si. Il a bien précisé un vent moyen. Un vent moyen, tu es censé le prévoir. On ne va pas prévoir ses effets, par contre. Ah si. Tu es censé prévoir sur un vent moyen les effets du vent moyen. Un vent exceptionnel, il y a eu une tempête ce jour-là, tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas savoir qu'il va y avoir une tempête. Par contre, un vent moyen, tu es un homme, tu es intelligent, tu es censé savoir qu'il y a toujours un peu de vent et que du coup, si tu as laissé ton marteau qui est un peu léger sur ton truc, tu es censé prendre en considération le fait qu'avec un coup de vent, il peut s'envoler. Donc, est-ce que le dérivé du feu a le même digne que le feu? Par déduction, on avait dit non. Si, c'est le seul qui me reste. C'est forcément. Alors il faudrait que je dise non. Ouais. Mais en quoi c'est non? En quoi ça serait non? Oui, c'est comme l'histoire des... D'accord, en quoi ça serait non? Le feu c'est quoi? C'est une force. Il y a une force extérieure qui se mêle à lui et qui le répand. C'est ça le have du feu. La tolada de feu c'est quoi? C'est un marteau ou un couteau que tu as mis sur ton toit. Il y a eu un vent. Et le vent l'a poussé, il a fait tomber, il a blessé quelqu'un. Quelle est la différence? La différence, c'est que entre le Havre et le Tolada arriver, alors que le truc qui est sur le toit, tu ne peux pas le voir. Pas forcément, non. Non, pas forcément, je suis pas d'accord. Tu vois qu'il y a un feu. Il est devant toi. D'accord, mais on n'a jamais dit que ça dépendait du fait d'avoir vu le dommage te tomber dessus. C'est que ça a commis un dommage. Ton feu, il a été dans le champ du voisin et il a brûlé son champ. Que le voisin l'ait vu ou l'ait pas vu, peu importe. Donc si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra si ça correspond. A priori, on va pas